Donc bonsoir, avant tout merci Bonsoir, d'être venu pour cette conférence qui est suivie de questions-réponses. Moi, la partie échange est aussi importante pour moi que la partie présentation. Donc vous avez pu voir le thème, c'est l'esprit libre de la pensée. Je vais développer ceci puisque pour moi il me semble qu'il y a comme un malentendu sur le problème de la pensée. Et on va développer ça et je vous propose en fait d'essayer d'explorer la question et de ne pas accepter ce que je vous dis. On fait un voyage ensemble, on explore ensemble cet aspect des choses. Je ne suis pas là pour vous convaincre de quelque chose, il faut voir ce qui est, si c'est vrai ou faux. Donc, alors concernant la pensée, j'ai pris ce thème puisque depuis quelque temps, il me semble qu'il y a un malentendu, voire de nombreux malentendus qui arrivent dans tout ce qui est le domaine spirituel, connaissance de soi. En quelque sorte, on va dire, pour beaucoup de personnes, d'animateurs ou de formateurs, on présente la pensée de manière générale comme étant un problème, voire quelque chose à régler, quelque chose à éliminer de l'esprit. Et on entend, mais je vais développer, c'est une présentation, on entend très souvent, pour être calme, pour avoir un esprit pacifié, il faut arrêter la pensée. Pour moi, c'est une énorme plaisanterie, on n'a pas à arrêter la pensée, mais c'est le thème de la soirée, on a à être libre de la pensée, pas à arrêter la pensée. Je précise la chose, puisque la pensée, c'est une partie de nous-mêmes. Si on voudrait arrêter la pensée, on se couperait d'une partie de nous-mêmes. La pensée est une chose naturelle, comme la respiration, la digestion, c'est un processus biologique. La pensée a son existence au sein de ce qu'on appelle l'esprit, mais je vais développer. Donc la pensée vit dans l'esprit, et j'ai trouvé une image pour essayer d'expliquer mon point de vue. On peut dire que l'esprit, c'est comme le ciel. La pensée, c'est des nuages. Les nuages ont leur raison d'être dans le ciel. Elles vivent dans le ciel, il n'y a aucun souci. Et c'est le sous-titre de la conférence, si vouloir arracher les nuages du ciel, c'est quelque chose d'impossible, voire de très violent, voire d'illogique. Et vouloir arrêter les pensées dans l'esprit, c'est comme vouloir arracher les nuages du ciel. C'est extrêmement violent. La pensée a sa place, a sa raison d'être dans l'esprit. Ce n'est pas la pensée le problème pour nous autres, c'est la prédominance de la pensée dans l'esprit. C'est la domination de la pensée dans l'esprit. Quand la pensée, à force de propagande, nous convainc, nous autres, la pensée dit « je suis l'esprit », là il y a un problème, parce que la pensée n'est pas l'esprit. Mais quand la pensée prend un masque et nous dit « je suis tout l'esprit », sans pensée vous n'existez pas, là il nous fait une propagande, et comme nous avons une petite confusion, nous avons tendance à croire cela. Mais la pensée n'est pas tout l'esprit, de même pour reprendre l'image, un nuage n'est pas le ciel. Donc, quelle est notre difficulté avec la pensée, le mouvement de la pensée? Les choses que nous avons tous remarquées, c'est que le mouvement de la pensée s'impose à notre esprit. Même si nous ne désirons pas penser, la pensée s'immisce, arrive sans qu'on l'invite, et donc la pensée, en quelque sorte, nous envahit notre esprit sans que nous en ayons besoin. Quand c'est nécessaire, il n'y a pas de souci, mais quand c'est pas nécessaire, on a quand même l'impression que c'est une chose qui s'impose à nous. En quelque sorte, la pensée s'impose dans notre esprit. Et c'est là le problème. C'est quand la pensée s'impose, nous découvrons, en fait, puisqu'elle s'impose, nous découvrons que nous n'avons pas une relation libre avec la pensée. Nous ne l'utilisons pas comme nous le désirons. Elle s'impose à nous. Donc nous ne sommes pas libres de la pensée. C'est comme si une partie du corps, sans arrêt, une main se levait, sans qu'il y ait d'utilité ni de raison. On constaterait qu'on a une relation étrange avec cette main qui se lève sans arrêt, puis on dit il faut quand même régler ce petit problème.
avec la pensée, le problème est beaucoup plus grand qu'une simple main qui se lèverait de manière impromptue. Donc la pensée domine l'esprit, malheureusement, et c'est cela notre problème. La pensée a rempli tout l'espace de l'esprit, et nous l'avons constaté, malheureusement, la pensée, en quelque sorte, nous coupe du monde extérieur, et la pensée nous renferme dans notre vision de la vie. La pensée s'auto-nourrit, en fait. Une pensée en amène une autre, qui en amène une autre. Vous avez dû constater le cortège de pensées dans l'esprit. Hein. Une pensée en pousse une autre, qui en appelle une autre, qui en appelle une autre. Et ce mouvement des pensées, c'est un mouvement imaginaire, hein, qui nous éloigne du réel. Alors je vais préciser ce que j'entends par mot imaginaire. Une pensée de manière très 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 simple. Une pensée, nous avons une expérience, cette expérience est mémorisée, et quand nous pensons, nous utilisons les informations que nous avons tirées des expériences. Donc on voit tout simplement que la pensée est liée à la mémoire de quelque chose, et donc que la pensée est liée au passé que nous avons vécu. Je fais très très simple, hein, c'est une somme de souvenirs. Hein. Alors c'est basé sur un événement réel au départ, mais quand nous avons suffisamment d'informations de pensée, on peut se passer du réel et conjuguer les pensées entre elles sans avoir une nouvelle expérience, et de là naît l'imagination. Mais on voit une chose, il y a l'imagination, et le départ est basé sur le passé, sur une expérience finie. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi que la mémoire d'un sourire n'est pas un sourire. La mémoire du bonheur n'est pas le bonheur, et de même que la mémoire de la souffrance n'est pas la souffrance. La mémoire d'une chose n'est pas la chose. C'est là où peut-être nous commençons à entrevoir le sortilège de la pensée. La pensée nous fait croire que une pensée sur la peur, en quelque sorte, va nous aider à comprendre la peur. Mais de même qu'une pensée sur un sourire n'est pas un sourire, une pensée sur la peur, ce n'est pas la peur, c'est une théorie, un échafaudage intellectuel sur cela, mais ce n'est pas la chose. Nous avons tendance à confondre la description, la théorie d'une chose et la chose elle-même. Mais la pensée ne nous amène pas dans ce domaine-là. Là, nous voyons que pour comprendre quelque chose, pour le voir directement, en quelque sorte, l'utilisation de la mémoire est un handicap. Pour percevoir quelque chose directement, j'entends. Hein. Si on a un lever de soleil et qu'on veut apprécier pleinement ce lever de soleil, il n'est pas utile d'utiliser la mémoire. On sait très bien ce qu'est un soleil, ce qu'est le lever du soleil, évidemment. Mais devant ce spectacle, à quoi cela servirait-il de se dire « c'est un très beau coucher de soleil, comme j'ai lu dans le livre, comme j'ai vécu ça il y a 3 ans ». Pendant nos commentaires sur le lever de soleil, nos commentaires ne parlent plus du lever de soleil. Ils parlent de nos impressions par rapport aux informations que nous avons sur le lever de soleil. En fait, nous parlons de nous-mêmes et pas du tout de ce qui est devant nous. C'est un des pièges de la pensée. La pensée étant liée au passé, là il n'y a pas de souci. Quand elle domine l'esprit, pour faire face au présent, elle nous emmène toujours dans le passé. Alors, pour construire un pont ou une maison, il y a des données techniques qui sont nécessaires, et là, il n'y a absolument aucun problème, puisque la technique évolue très lentement. Et pour construire une maison, j'ai besoin d'un architecte ou d'un entrepreneur, je n'ai pas les compétences. Mais là, ce n'est pas la connaissance de l'esprit. Pour apprendre à conduire une voiture, il y a des choses fixes qu'on peut apprendre, il n'y a pas de souci. La mémoire n'est pas un problème. Pour l'esprit, et je dirais pour les relations humaines, puisque nous sommes chaque jour différents, malgré ce que nous pensons, notre esprit chaque jour est différent. Ce que j'étais hier, je ne le suis pas aujourd'hui.
de même pour ma compagne ou mon voisin. Et si j'aborde mon ami, si j'aborde un ami avec tout le poids du passé, en fait avec l'idée que j'ai de lui, je ne suis pas certain que je connaisse mon ami. Je connais l'idée que j'ai de lui. Mais c'est très différent, l'idée que l'on a d'une personne et la personne. Là, je pense qu'on saisit ce que je veux dire, et en fait, nous faisons à peu près la même chose pour notre propre esprit. Au fil des ans, au fil de l'étude, nous construisons une idée de notre esprit, une théorie sur ce que je suis, ou ce que je crois être. Et à travers cette théorie, j'essaye de me comprendre. Mais en fait, avec les années qui passent, est-ce que je me comprends vraiment, ou est-ce que simplement je renforce cette théorie qui est en fait un immense a priori sur moi-même? Et je me fige tout doucement, au fil du temps, dans une image que j'ai de moi, ou l'image de mon épouse ou d'une autre personne, c'est la même chose. Donc, la pensée, en quelque sorte, est une faiseuse d'images. Elle crée des images dans l'esprit, et par son sortilège très très puissant, elle nous fait totalement confondre le réel, si on peut employer ce mot, et l'imaginaire. Elle nous dit l'image est vraie. L'image est plus réelle que le réel. Et nous adorons les images. L'esprit adore les images. Nous sommes des adorateurs, enfin ça vous le savez, des adorateurs de l'image. Pour ce qui est de l'imagination, pour écrire des romans, il n'y a pas de mal. L'imagination a sa qualité, naturellement. Mais pour comprendre le réel, soi-même et les autres, et les relations humaines, il faut être sensible à ce qui est, pas à l'idée que nous avons de la chose. Donc la pensée nous emmène très loin dans un continent imaginaire et nous coupe petit à petit du réel parce qu'elle nous convainc en quelque sorte que le réel c'est elle et que sa production est une grande intelligence, un grand savoir. D'ailleurs le mot théorie, peut-être certains le savent, le mot théorie, l'origine du mot théorie, c'est la science de la contemplation. Alors ça paraît étrange, mais la science de la contemplation, ça veut dire, avant de faire une théorie valable, une bonne théorie, on a longtemps contemplé quelque chose, c'est-à-dire on l'a longtemps regardé, longtemps observé, on est resté avec cette chose, et après, si on le désire, on peut faire une théorie, bien que ce n'est pas obligatoire. Mais ça vient de l'observation, de la contemplation. Et la pensée, quand elle nous dit, par exemple, je connais mon épouse, une fois qu'on a cette certitude, on ne contemple plus son épouse. On dit, mais je la connais. Donc je n'ai plus besoin d'être curieux vis-à-vis d'elle, ou vis-à-vis de mon esprit, de mon voisin, de mon ami. Une fois que j'ai le sentiment je sais, c'est comme une porte qui se ferme, et on a le sentiment qu'on n'a plus grand-chose à apprendre dans cette relation. Et c'est très 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 triste. Le mot curieux aussi vient du mot, étymologiquement, vient à un lien avec la cure, prendre soin. Être curieux, c'est prendre soin de l'autre, de l'univers, de soi-même. Prendre soin. Donc, nous voyons que la pensée nous joue des tours, en quelque sorte, nous envoûte. Et la plupart des intervenants, des personnes, disent devant ce constat, très bien, alors il faut se séparer de la pensée, il faut arrêter la pensée, il faut faire le silence dans l'esprit. Je reviens au début de notre conversation. Mais on n'a pas à faire taire la pensée. On a à établir une relation juste et libre avec la pensée, on n'a pas à la faire taire. Est-ce que ça ne vous semble pas d'une violence totale quand quelque chose pose problème, en voulant l'arrêter, en quelque sorte, on veut le détruire? Ceux qui disent qu'il faut arrêter la pensée, c'est comme
une volonté de destruction de la pensée. Il n'y a absolument pas à arrêter la pensée. Il y a à la comprendre, comme on essaye de faire entre nous. Il y a à la comprendre, à la regarder. D'ailleurs, le mot penser, étymologiquement aussi, vient du mot peser. Peser, sous-peser, jauger la chose. Et pas juste utiliser la pensée de manière mécanique, en faisant appel aux informations venant du passé, ou aux informations que nous lisons dans des livres, à la télé, ou que nous avons lors d'un échange. L'information n'est pas suffisante. Il faut que l'information devienne une compréhension personnelle. Vous savez, l'ordinateur est basé sur les informations, hein, donc ne soyons pas des ordinateurs, soyons plus que cela. L'information n'est pas suffisante. L'information, ce n'est pas du tout de l'intelligence. Hein. Percevoir quelque chose directement et être sensible à une personne, à une plante, être très très sensible, c'est tout d'un coup être libre de la pensée et avoir une relation directe très très particulière avec ce qui est devant soi, que ce soit un être humain, une plante ou un animal. Il y a une relation très très particulière qui s'établit, puisque même si nous ne le comprenons pas complètement, dans cette perception directe, la pensée, nous n'avons pas cherché à l'arrêter. Elle s'est suspendue d'elle-même. Nous ne l'avons pas décidé. Donc la pensée peut s'arrêter, mais pas par un effort de la volonté, pas par une violence que l'on fait à soi-même. Parce qu'il y a des exercices où on peut être très violent et faire taire l'esprit. Mais c'est détruire la sensibilité. Donc quand on est très sensible à quelque chose, ou à une musique, hein, par exemple, quand tout d'un coup on est emporté par ce qu'on entend, par ce que l'on voit, par ce que l'on regarde, c'est pour la musique, c'est ce que l'on entend qui compte. Pas mon commentaire sur la musique. Ah mon Dieu, que Mozart c'est bon. Pendant que je dis cette phrase, je ne suis plus dans la musique. Je suis avec moi-même en train de me parler. Donc quand je suis vraiment en relation avec cela, la pensée se met en retrait de manière extrêmement naturelle. On ne cherche pas à ce que cela se produise. Et les gens ayant remarqué cela, ces gens ont un esprit avide, ayant remarqué cela, ils se sont dit, mais c'est tellement beau, il faudrait qu'on arrive à reproduire cela. Et on a inventé des exercices pour reproduire une chose naturelle et pour la créer artificiellement. Il y a de très très nombreuses choses qui découlent de cela. Donc ce que je voulais vous dire, dans cette relation très particulière, quand la pensée s'absente, ce n'est plus le même mouvement de l'esprit que nous connaissons d'habitude. Le mouvement de l'esprit que nous connaissons, en quelque sorte, pour faire très simple, c'est le mouvement de la pensée. C'est notre mouvement habituel, on va dire, que celui-ci, nous le connaissons. Il y a peut-être autre chose, mais ça nous paraît plus exotique, on va dire. Tandis que là, ce mouvement que nous connaissons n'existe pas. Donc le mouvement habituel de l'esprit est suspendu et l'esprit est différent. Et la relation, tout d'un coup, est différente aussi, puisque je ne regarde pas mon épouse avec l'a priori que j'ai d'elle, avec tout ce que je sais sur elle. Je regarde cette personne vraiment, je l'écoute vraiment, je suis attentive à elle. Et il y a une relation naturelle d'affection qui se met en place, puisque je n'ai plus d'a priori. Ou si je les ai, je ne les utilise pas. Parce que quelqu'un m'a dit, mais monsieur Pujol, attendez, si la pensée est absente, mais la mémoire, les souvenirs, le cerveau, naturellement que ça existe, évidemment, on ne devient pas amnésique, mais dans cet état très particulier, j'ai mis très longtemps à pouvoir l'exprimer, dans cet état très particulier, la pensée s'absente, et la mémoire est toujours là, évidemment, dans le cerveau, les neurones, tout est là, mais juste cette chose, pendant quelques instants, le haut temps suspend en vol, cette chose n'est pas active.
nous n'activons pas la mémoire, parce que nous n'en avons pas besoin. C'est comme, il peut y avoir de l'électricité dans une maison, on allume la lumière ou pas. On n'est pas obligé de l'allumer. La mémoire, c'est exactement la même chose. Nous ne nous rendons pas compte, mais très souvent, nous ne faisons pas appel à la mémoire, mais nous n'en sommes pas conscients. Nous sommes très conscients du mouvement de la pensée, de l'utilisation de la mémoire. Ça, on en est très conscient parce qu'on en parle depuis très longtemps. Le roseau pensant, tous les philosophes, surtout en Occident, ont parlé de ça. Mais le fait que de temps en temps l'esprit soit sans pensée de manière naturelle, pas de manière forcée, et que de temps en temps l'esprit n'utilise pas la mémoire, très très peu de personnes parlent de cela. Ou alors ils casent ça dans des exercices, mais moi ce n'est pas du tout mon propos. L'esprit est complexe et très riche. Dans l'esprit, il y a la pensée, et comme je disais tout au début, mais la pensée n'est pas tout l'esprit. Donc il y a autre chose que la pensée dans l'esprit. C'est tout le propos de mettre les choses à leur place, de mettre la pensée là où elle doit être, et cela libère la vision pour voir ce qu'il y a d'autre. Cela libère le regard intérieur. La pensée a ses qualités, elle a ses limites, mais je veux préciser une chose, la pensée est limitée à cause du passé, de la mémoire, tout ce que nous avons dit, mais je veux préciser une chose, ce n'est pas parce qu'une chose est limitée qu'elle n'est pas belle et qu'elle n'a pas de choses intéressantes. La pensée, c'est un outil merveilleux. La nature a fabriqué ça comme elle a fabriqué l'aile de papillon. C'est quelque chose de tout à fait fantastique. Mais comme l'aile de papillon a des limites, la pensée a des limites. Et si pour la connaissance de soi, la connaissance de l'esprit, nous cherchons en quelque sorte une grande liberté, ce n'est pas avec un outil limité que nous pouvons aborder la liberté. Il faut bien comprendre les limites de la pensée pour l'utiliser là où elle est efficace, et là où elle est moins efficace, essayer de ne pas l'utiliser. C'est assez difficile puisqu'elle s'impose à nous. Mais c'est ça la connaissance de soi. Parce que quelqu'un va vous dire, voilà, vous avez l'outil pensée, essayez de ne pas l'utiliser de temps en temps. Mais quand on met ça en pratique, on y arrive rarement. Si on veut s'asseoir en silence dans une pièce, comme certains préconisent, on s'assoit, au bout de quelques minutes ou quelques secondes, la pensée déboule dans l'esprit. On lui dit, mais je n'ai pas besoin de toi, mais elle arrive. Et le fait de dire, je n'ai pas besoin de toi, c'est une pensée. En fait, le vrai silence de l'esprit nous est relativement ou totalement inconnu. Et vous m'excuserez, il me semble même que l'esprit, c'est le grand inconnu. Nous connaissons le mouvement des pensées. Je suis peu certain qu'on connaisse vraiment ce qu'est l'esprit de manière intime. Pour l'esprit, il ne faut pas le maîtriser ni vouloir le contraindre. Il faut le découvrir et devenir intime, comme on devient intime d'une habitation. Tranquillement, avec le temps, comprendre toute la complexité de l'esprit, mais ne pas vouloir le dominer. Ce serait nous dominer nous-mêmes. De toute façon, la chose est faussée dès le départ. Donc devenir intime avec son propre esprit, l'explorer tranquillement, lentement, voir tous ses aspects, voir ce qui fait naître la pensée, par exemple. Ce qui fait qu'une pensée a une certaine force. Qu'est-ce qui fait qu'une pensée que nous croyons très forte, le lendemain elle n'est plus là, elle a perdu toute sa force. Qu'est-ce qui fait ce mouvement des pensées dans l'esprit? Parce qu'en fait, nous avons le sentiment que cela s'impose à nous. Et quand on commence à explorer l'esprit, de manière très sensible, en fait, nous appelons la pensée. C'est nous-mêmes qu'appelons la pensée. La pensée ne s'invite pas. Au final, on découvre cela. C'est parce que nous lui avons donné une importance cruciale qu'elle arrive. Mais c'est nous qui avons donné cette importance. Je regarde le timing pour être à peu près dans les clous au niveau des horaires. Donc, voilà, pour moi, la pensée est une chose très très belle, même si elle est limitée. Par exemple, j'ai trouvé une image très simple. Vous savez que l'œil ne perçoit que 3 couleurs.
Pourtant, dans cette pièce ou dans une promenade dans la nature, on ne dit pas, mon Dieu, que c'est pauvre en couleurs, toutes ces choses-là. Ces trois couleurs peuvent être mariées entre elles, donner d'autres couleurs, selon les supports, ça réfléchit la lumière ou pas. Trois couleurs nous paraît infini quand on se promène même dans cette pièce. Pourtant, ce n'est basé que sur trois couleurs. Donc une chose illimitée peut être complexe quand même si elle est limitée. Donc juste pour inciter, la pensée pour moi est merveilleuse et complexe. Elle est admirable, mais limitée. Mais elle n'est pas l'ennemi. Hein, quand on dit arrêter la pensée, c'est comme si on dit la pensée est l'ennemi. Il y a longtemps, les religions, leur ennemi, c'était tout ce qui est lié au corps. Hein. On connaissait toutes les violences qu'on a fait subir au corps, parce qu'on avait défini le corps lié au sexe, c'était l'ennemi avant. Donc c'était ce qu'on devait bannir. Maintenant, on a déplacé. Nous adorons avoir des ennemis. Ça nous donne, peut-être pas vous, mais de manière générale, l'être humain adore avoir des ennemis parce que ça lui donne quelque chose à combattre. Et donc nous avons une attitude très violente envers soi, envers les autres. Nous sommes des combattants, en fait. Et nous ne sommes pas des gens qui explorons pour comprendre avec une certaine douceur, une certaine tranquillité. Donc, c'est là, pour résumer, la pensée n'est pas le problème, c'est la prédominance de la pensée dans l'esprit. C'est quand nous confondons l'esprit et la pensée, que la pensée ayant fait sa propagande, nous prenons la pensée pour l'esprit, et que donc, croyant cela, nous utilisons la pensée presque en permanence, puisque nous pensons qu'elle est l'esprit. Et de là interviennent de très nombreux problèmes, puisque ma pensée semble différente de la vôtre. Hein. L'idée que j'ai de la vie semble et en fait différente de la vôtre. Et ce mouvement des pensées, loin d'unir les hommes, chacun sa théorie, chacun son dogme ou sa religion, le mouvement des pensées, quand il est utilisé au maximum, éloigne les gens les uns des autres, et en fait, cela découpe la vie, cela nous sépare les uns des autres, et nous sépare de la nature, nous sépare de très nombreuses choses. Et malheureusement, la séparation, en quelque sorte, c'est le germe de la violence. Il suffit de deux camps pour que la violence arrive. C'est aussi l'origine étymologique du mot diable. Je ne crois pas au diable, évidemment, mais la première définition, c'est celui qui sépare, et après qui sème la confusion, la haine, mais c'est celui qui sépare. Regardez comme les religions ont séparé les hommes. Les religions devraient être le ciment de l'humanité, pas la séparation. Donc il y a la pensée à créer les religions, par exemple. Donc, vous voyez tout ce mouvement de division, de séparation, de fragmentation de la société et de notre esprit, puisqu'en nous-mêmes, nous nous fragmentons aussi. J'ai une idée de moi, et en vivant, je vois très bien que cette idée, je pense être quelqu'un de merveilleusement intelligent ou expert dans tel et tel domaine, et régulièrement la vie vient me montrer que non, c'est pas tout à fait correct, que tu n'es pas exactement ce que tu penses de toi. Donc nous sommes divisés en nous-mêmes entre ce que nous sommes et ce que nous pensons être. Et cela crée une lutte en soi-même. Si nous avons fait ce monde de guerre, c'est bien évidemment que nous avons cela en nous. Donc la pensée sépare et est source de grandes souffrances et violences. Et je vais bientôt terminer ma présentation, et elle est source de la souffrance, puisque cette pensée nous ramène inéluctablement au souvenir, au passé, nous fait vivre dans l'imaginaire, et mon imaginaire étant différent du vôtre, nous vivons séparés, soit nostalgiques d'un lointain passé heureux, ou alors la pensée échafaude d'un plan pour être heureux demain ou après-demain. Parce qu'avec les données du passé, on peut fabriquer un futur qui va arriver.
Donc nous voguons entre le passé et hier, et le lendemain. La pensée en tant que telle ne peut pas faire face au présent. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. La pensée d'un soleil n'est pas un soleil. Hein. La pensée de mon voisin n'est pas mon voisin. La pensée ne peut pas, c'est dans son essence, c'est pas un défaut, hein, elle ne peut pas faire face au présent. Donc si nous ne découvrons pas quelque chose d'autre que la pensée, nous échapperons toujours au présent. Et la beauté du présent nous échappera. La beauté d'une simple fleur va nous échapper. Donc j'ai fait un tour d'horizon et on va échanger, hein, naturellement. Excuse-moi, je regarde le... On se donne jusqu'à 10h30 à peu près, hein, c'est ça 8h30, 7h30, 8h30, 9h30. Oui. C'est ça. J'ai vu un petit regard d'angoisse, non, 9h30. C'est pour caler un petit peu. Sa pensée était... Ah, mais il faut très bien... Il a rattrapé sa pensée. Ah, il faut l'utiliser. Donc, voilà, si vous voulez, je vous invite, naturellement, je répète toujours, à pas accepter ce que je vous propose, hein. Donc on va débattre pour essayer de clarifier tous ces différents points. Je vous invite juste à faire attention à ce que notre échange ne soit pas juste un débat d'opinion. Beaucoup de gens font ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de comprendre quelque chose. Vu ça, mon point de vue, non, moi je ne suis pas d'accord. Tout le monde fait ça, en fait. Donc le challenge, c'est essayer de comprendre et de voir directement quelque chose ensemble. Pour cela que moi je me réunis avec des personnes, c'est pour faire la chose. Pas dire j'ai compris ça il y a 3 ans, oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, la parole est à vous. Messieurs, dames. Moi, je vous laisse parler parce que je suis très bavard, donc je parlerai à la fin. Comme vous voulez. Moi, je voudrais vous parler par rapport à la pensée, du ressenti. Oui. Parce que j'ai l'impression que, par exemple, en exercice de méditation, quand on fait une concentration très longue sur quelque chose, donc la concentration, c'est la pensée évidemment, puisque on pense à quelque chose. C'est une pensée unifiée. Vraiment fort et vraiment tonique. Eh bien, j'ai l'impression qu'à la fin, la pensée est complètement diluée. Elle fait place à un espace d'un ressenti où justement la pensée n'arrive plus à intervenir. Je ne sais pas si... Oui. C'est formidable. Un peu comme ça. Oui, je c'est ça, c'est formidable. Et là, en fait, ça vient pas parce qu'on veut arrêter la pensée. Ça vient plutôt parce qu'on veut être soi peut-être plus profondément pendant un moment. Mais la pensée et le ressenti, j'ai l'impression que c'est ces nuages qui s'en vont et on n'a plus que le ciel. Oui, on peut dire ça en quelque sorte, ouais. Oui, si vous voulez. Mais le ressenti, qu'est-ce que vous entendez par ressenti pour essayer de vous comprendre Dans une concentration, mettons en méditation, mettons si je me concentre sur un arbre. À un moment donné, je suis plus moi, je suis l'arbre. Oui. Et je n'ai pas du tout conscience que moi je suis là et l'arbre là. On a l'impression qu'on a comme changé de corps et changé. Et on a l'impression que là, notre pensée propre nous échappe. Oui, là, oui. Ouais. Alors, dans l'exercice de méditation. Mais justement, peut-être au départ, alors je ne sais pas, mais peut-être au départ, on prend ça comme un exercice ou comme une concentration, comme vous dites. Ça nous amène une grande liberté. Voilà, mais je là. pense que votre ressenti se produit quand vous avez en quelque sorte oublié que c'est une technique. Ah oui, bien sûr. Si on garde à l'esprit bien sûr. La technique, elle est au départ parce qu'on s'arrête de faire là. Et on l'oublie. On rentre dans autre
chose. La chose est presque... on a le sentiment qu'il y a cause et effet, Oui. mais ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. Parce que, alors, bon, tout ça est lié au yoga. Hein. Si on parle de méditation, il faut parler du yoga, hein, puisque c'est... Oui, enfin, d'autres choses, oui. Mais là, on a l'impression vraiment que la pensée s'arrête. Mais naturellement, c'est tout à fait naturel. Hein, ça nous arrive très souvent dans la journée, mais on ne s'en rend pas compte. C'est une chose, c'est pas une chose mystico-extraordinaire. Il faut pas faire 15 ans dans l'Himalaya pour vivre ça. C'est une pensée naturelle, et ne pas penser, c'est tout aussi naturel. Seulement, on a plus conscience de la première chose que de la deuxième. Mais c'est comme de la respiration, on inspire, on expire. Les deux choses sont nécessaires. Mais le ressenti, oui, donc... Ça me fait penser, tout à l'heure, quand vous avez parlé du coucher de soleil, ça me fait penser un peu parallèlement à ça, c'est-à-dire que on peut soit prendre des photos sans arrêt du coucher de soleil, et puis ne pas prendre des photos et se l'approprier. Oui. C'est complètement différent. Et regardez la beauté de la chose. Vous oubliez tout exercice. Vous ne savez même plus qu'il y a des exercices de méditation. Vous avez tout ça, et vous vous promenez, vous vivez avec quelqu'un, et cela se produit comme de la respiration. Et vous vous dites, quel exercice non, il n'y a pas. C'est peut-être entre guillemets, il faut peut-être aborder cela à un moment donné, mais il faut très vite outrepasser cela. On n'est pas des techniciens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, bon, c'est compliqué, parce que derrière la méditation, il y a des millions de méditations, il y a des millions d'approches, il y a des... mais effectivement, c'est oui, moi, j'emploie le terme sensibilité. C'est tout d'un coup, on devient sensible. Oui. Tout d'un coup, on regarde vraiment et il se passe... La relation devient différente, si vous voulez. Et même l'esprit est différent à ce moment-là. Parce que il faut bien voir que la pensée, le mouvement habituel de la pensée, en fait, je vais introduire un nouveau mot, mais le mouvement habituel de la pensée crée le moi. Je n'ai pas employé ce terme tout à l'heure, mais crée le moi, crée le sentiment d'être. Et je suis moi, il y a le monde et moi, en quelque sorte, comme une séparation. Et quand la pensée est suspendue, par la même occasion, le moi est suspendu. Et ce sentiment de séparation qui nous rassure et qui nous paraît formidable n'est plus là. Et nous sommes le tout. Il n'y a plus des gouttes d'eau dans l'océan. On oublie les gouttes d'eau. Il y a l'océan.